Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là un samedi matin, de tenir le coup jusqu'à midi. On va tous avoir un peu faim, mais je vais essayer de vous faire oublier la faim. Et je voudrais avant tout remercier les organisateurs de m'avoir invité et de votre accueil, parce qu'en fait, Collioure est un petit bijou et l'accueil est absolument super. Je vais malheureusement dans cet exposé probablement ajouter au concert de déprime de mes des deux premiers orateurs, mais j'ai prévu à la fin un certain nombre de solutions dont on peut débattre. Jean-François les a déjà abordées et il y en a d'autres parce que moi je vais focaliser quand même beaucoup sur le réchauffement climatique et le gaz carbonique. Et ces solutions viennent pour beaucoup d'une expérience qu'on a montée en 2015 avec des collègues à Toulouse qui s'est appelé le train du climat. On a fait le tour de France à bord d'un train. Et dans ce train, il y avait trois parties. La première, on expliquait comment on avait compris le fonctionnement du climat. La deuxième, qu'est-ce qui se passait si on ne faisait rien, quels allaient être les impacts. Et la troisième, les solutions. Et donc, on a travaillé beaucoup avec des collègues des sciences humaines et sociales pour travailler sur les solutions. Donc, on pourra en parler lors du débat. La deuxième chose que j'ai préparée, c'est que j'ai fait la moitié de mon exposé à peu près sur la Méditerranée, voire sur le golfe du Lion, parce que je me suis dit qu'on était ici, alors autant parler d'ici. De toute façon, les problèmes qu'on rencontre ici sont des problèmes qu'on rencontre dans le monde entier. Alors, très rapidement, dans un premier temps, je vais vous dresser un peu l'équilibre de l'océan, comment ça marche au départ, et puis après, pourquoi il est aussi perturbé. Et alors, par contre, je pense que... Oui, si. Pardon. Ah, c'est vous qui appuyez. D'accord. Alors, je dis la prochaine diapositive. C'est ça. Donc, ça ne vous aura pas échappé quand on a des images qui viennent de l'espace et les premiers astronautes ont été absolument subjugués par cette image. Notre planète est bleue. Elle est couverte à 71% par de l'eau. Et cette eau, c'est de la mer. C'est de l'eau salée. Et vous voyez ici de la végétation. Vous voyez des nuages. Vous voyez la mer. Et en fait, c'est les équilibres de notre climat aujourd'hui, qui s'est installé à peu près il y a 8000 ans, dépendent, c'est-à-dire à la sortie du dernier maximum glaciaire et quand c'est à peu près réchauffé, dépendent d'un jeu qui s'est établi entre les nuages, l'eau de mer, l'océan et puis la végétation et les glaces qui sont au nord. Et on va parler essentiellement là du rôle de l'océan dans cette affaire. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très très simple, hein, tout le monde le sait. Il fait beaucoup plus chaud à l'équateur parce que l'énergie solaire y arrive de façon perpendiculaire qu'au pôle où elle arrive tangentiellement, et aux 6 mois de l'année, il fait à peu près nuit. Et si rien ne bougeait, bien, il ferait hyper chaud ici et puis hyper froid là. C'est déjà le cas, mais c'est pas si pire que ça le serait. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici une image de ce que fait la circulation océanique comme travail. Elle va transporter de la chaleur et de l'énergie de l'équateur au pôle, et c'est très très bien illustré par notre célèbre Gulf Stream. Vous avez ici la Floride. Le Gulf Stream se forme dans le golfe du Mexique, d'où son nom. Et ce courant, qu'on suit très bien en image ici thermique, hein, donc image satellite qui reconstitue la température de l'océan, vous voyez que quand arrivé au sud de New York, il se détache des côtes américaines pour traverser l'Atlantique. Et ici, les eaux sont chaudes. Il va emmener des eaux chaudes vers les latitudes les plus hautes. On va voir ça dans l'image suivante. Et en parallèle, vous avez des courants froids qui descendent du nord. Et ça, c'est typique, l'énergie qui est transportée par les 100 premiers mètres de l'Atlantique par cette mécanique-là. Il joue sur 1500 mètres, hein, le Gulf Stream, mais cette énergie correspond à peu près à l'énergie produite par l'homme en une année. Donc, c'est vraiment des gros flux d'énergie. Diapositive suivante. Donc, en fait, le moteur de notre climat, c'est le couple océan-atmosphère. Je vais continuer le parcours du Gulf Stream. Ici, on appelle ça la dérive nord-atlantique dans notre jargon. Vous reconnaissez le Groenland et les côtes nord-européennes. Et vous avez ici les eaux qui vont arriver dans ces latitudes nord. On les suit ici. Cette fois-ci, on est en coupe, on est en section. Donc, ça, c'est la profondeur. Et là, c'est, imaginez, la côte du Groenland, toutes ces elle vient se heurter à quoi? À des zones très froides. Donc, l'eau se refroidit. En se refroidissant, elle devient dense, puisque ce qui est froid est beaucoup plus dense que ce qui est chaud. Hein. Il n'y a qu'à chauffer une pièce avec un radiateur électrique pour voir que tout l'air chaud est en haut et qu'il fait quand même froid en bas. Et donc, là, vous allez avoir une convection, et c'est quelque chose de très important parce que ça se passe aussi dans le golfe du Lion. Donc et cette convection va mélanger sur 2 km de profondeur à peu près les eaux, et les courants
la dynamique de la Terre va faire que, alors là on va reprendre la flèche violette, donc on a notre Gulf Stream rose, et puis hop, ça plonge, et puis il va faire le tour du monde, en prenant le parcours des bateaux qui font la course autour du monde exactement. Et vous allez avoir ici des eaux qui vont aller irriguer entre 2 et 4 km de profondeur l'océan Indien, l'océan Pacifique, le fond de l'océan Indien, le fond de l'océan Pacifique, et qui font le tour de l'Antarctique. Et le tout va prendre de l'ordre de 1000 ans. Donc les eaux, elles reviennent à peu près, donc ça se mélange sur un rythme de 1000 ans. Et pour vous donner une image quand même, parce que je la trouve un ordre de grandeur très important, le courant qui tourne autour de l'Antarctique représente 140 fois la somme de toutes les rivières du monde. Ah, vous avez retrouvé l'objet. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez l'Amazone, le Nil, le Gange, le Brahmaputra, la Garonne, vous n'oubliez pas la tête, et vous faites la somme de toutes les rivières du monde, et vous avez ce courant-là. Alors, ce courant-là. Donc, c'est quand même des choses. L'océan, c'est considérable. C'est un volume extrêmement immense. Et en plus, même ça fait un certain nombre d'années que je travaille dessus, se représenter tout ça, ça demande quand même un véritable effort. Et puis, beaucoup d'exploration aussi. Alors, par contre, vous m'avez donné quelque chose, mais les diapos ne veulent pas répondre. Non. Passez à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors justement, cette diapositive, elle illustre cette circulation mondiale. Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Le rose, c'est les eaux de surface. Le bleu et le violet, ça va être les eaux profondes. Et vous voyez une petite... Alors, c'est une simulation, hein, donc vous avez une petite goutte d'eau qui part de l'Australie ici, qui va faire un petit tour dans l'océan Indien, qui va faire ensuite une boucle dans l'océan Atlantique, qui monte, et puis elle devient jaune et elle devient bleue parce qu'elle va plonger en profondeur et elle va aller faire le tour du monde. Cette petite boucle, elle le fait en 500 ans, mais c'est parce qu'elle n'est pas partie exactement comme les autres. Peu importe, hein, parce que le 1000 ans, c'est un terme statistique. Ce sur quoi je veux juste attirer votre attention par rapport à l'exposé qu'on vient d'avoir, c'est ces boucles ici. Ce sont ces boucles-là qui font ces circulations ici qu'on appelle les grands tourbillons océaniques qui font que les plastiques s'accumulent dans ces endroits-là. Comme ça, on fait le lien avec la diapositive suivante. Alors, je sais que vous aimez beaucoup la regarder, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas pouvoir la monter longtemps. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça se réchauffe, et ça se réchauffe sérieusement. J'ai pris sur moi de retirer les diapositives qui expliquent l'effet de serre, parce que je ne voulais pas rester trop longtemps. Si c'est nécessaire, levez la main, et je referai juste un petit rappel sur ce que c'est que l'effet de serre. Non, bon, pas besoin. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Vous pouvez les passer, pardon. Et voilà. Juste un truc, quand même. Est-ce que vous savez, l'effet de serre est naturel? L'effet de serre sur Terre, la Terre est un cocon dans lequel la vie s'est développée parce qu'il y a de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre. Les gens l'oublient tout le temps. S'il n'y avait pas l'effet de serre sur Terre, la vie ne serait pas possible puisqu'il ferait moins 18 degrés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On parle toujours de l'effet de serre comme le grand ennemi. C'est le grand ennemi parce qu'on est en train d'augmenter l'effet de serre avec les émissions de gaz à effet de serre. Mais en gros, c'est quand même notre monde est vivable et la position de la Terre par rapport au Soleil, donc là, on réfère vraiment à l'astronomie, et fait qu'elle est confortable grâce à la vapeur d'eau et grâce à l'effet de serre. Alors ici, sur cette diapositive, je m'approche, mais je perds le micro. Bon, c'est pas grave. Ce qui est représenté ici... c'est bon. Ah oui, parce que moi, j'aime bien bouger, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je me débrouille. Donc, vous avez ici la concentration de gaz carbonique. Je montre très peu de courbes dans mon exposé, mais là, c'est important. Qui a été... donc, ce sont une carotte qui a été faite dans l'Antarctique, une carotte de glace. Vous avez 800 000 ans ici, 0 ici, donc c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous observez? Que ces concentrations de gaz carbonique au cours du temps, elles ont été plus élevées, moins élevées, plus élevées, moins élevées, etc. Mais ça fait des bosses et des creux, mais que l'on n'a jamais dépassé. Vous pouvez appuyer, s'il vous plaît. On n'a jamais dépassé, ici vous avez l'arrivée de Néandertal, l'arrivée d'Homo sapiens. Donc vous voyez le temps, dans ces carottes, on a mesuré les petites bulles d'air qui ont piégé la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est comme ça qu'on peut le reconstituer, et que jamais on a dépassé la valeur de 280 parties par million de gaz carbonique dans l'atmosphère jusqu'à il y a à peu près maintenant 170 ans.
Et aujourd'hui, en 2015, on a passé la barre fatale des 400 ppm. Ici, c'est l'augmentation dans les derniers 150 ans de la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc, réellement, on émet plus de CO2. Le CO2 est un gaz à effet de serre. L'effet de serre chauffe la planète. Et donc, on a tourné le bouton du thermostat ici. Et les concentrations actuelles de gaz à effet de serre sont sans précédent depuis 800 000 ans en termes de valeur, mais aussi en termes de tendance. Et en fait, c'est ça, ces tendances. Ça a été quoi? Ça a été d'utiliser tout ce que l'on comprend sur les échanges entre eau, air, végétation et glace, c'est-à-dire la planète Terre, de faire des modèles, de simuler ce qui se passe s'il n'y a pas cette activité humaine et de voir que, de détecter que sans prendre en compte cette activité humaine qui rejette le gaz carbonique, en prenant les volcans, en prenant la variabilité du Soleil, en prenant toute la dynamique interne de la Terre, on n'arrive jamais à reconstituer la variation de température que l'on observe et qui est la diapositive suivante. Alors que se passe-t-il? Donc on a toujours nos concentrations de gaz carbonique. La partie noire ici, on est entre 90 et 2000. Je suis désolée, au fond, vous ne devez pas très bien voir parce que c'est un peu pâle. Mais entre 90, 2000, 2020, c'est la partie noire. C'est la partie de la courbe sur laquelle les modèles que nous faisons peuvent être calés. C'est ce qu'on appelle la période instrumentale, où on a à la fois la mesure de CO2 et on a à la fois l'évaluation de la température liée à cette augmentation de gaz carbonique dans l'atmosphère. Vous avez ici 2015, 2016, 2017, les projections. Et évidemment, on ne peut pas faire cette mesure à partir de après-demain. On est obligé de les faire quand elles ont existé, les mesures. Donc, on fait ce que l'on appelle, sur la base de ce que l'on a compris et des modèles qui ont été calés sur les informations que l'on a, on fait ce que l'on appelle des scénarios. Et ces scénarios, ils vont prévoir l'évolution de la température en lien avec les émissions de gaz carbonique. Vous mettez autour de la table des démographes, des économistes, etc. Ils disent, voilà, si on continue au rythme auquel nous sommes aujourd'hui à émettre des gaz à effet de serre, et en particulier du CO2, voilà ce qui va se passer. On aura 5 degrés de plus à la fin de ce siècle. Alors c'est 5 degrés de plus par rapport à 1850. 1850 étant pris comme la valeur de référence. Et aujourd'hui, on est au degré, c'est-à-dire on a déjà 1 degré de plus. Et les accords de Paris visaient à 2 degrés, à une augmentation de 2 degrés. Depuis, ça a été révisé à la baisse à cause en particulier des coraux. On sait que 2 degrés pour les coraux, c'est encore trop fort. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est arrivé à 1 degré de plus par rapport à 1850. Donc, dans un scénario à 2 degrés, il nous restait 1 degré à gagner d'ici à la fin du siècle. Là, on se retrouve à 0,5 degrés à pas dépasser jusqu'à la fin du siècle. C'est-à-dire, on autorise à gagner, c'était une mauvaise expression. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voyez? C'est que pour arriver aux 2 degrés déjà, il faut non seulement brutalement baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais passer aussi à ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est-à-dire être capable de piéger du gaz carbonique. Alors, évidemment, avec 1,5 degré, c'est encore possible, mais il faut encore plus en piéger. Je n'ai pas la courbe ici. Dans tous les cas, ce que cela veut dire, c'est que si on veut éviter ça, et aujourd'hui, vous voyez déjà avec 1 degré tout ce que l'on observe comme dérèglement climatique, il faut vraiment se mobiliser. Maintenant, que va se passer à la diapositive si on ne fait rien, les effets à attendre? J'en ai résumé quelques-uns, et c'est maintenant qu'on va focaliser sur la Méditerranée assez rapidement. Alors, ça, c'est des choses que l'on avait mis dans le train du climat. Ce sont des simulations extrêmement récentes sur la neige et les débits des rivières. C'est très important parce que autant les microplastiques, ils arrivent à l'océan, mais les rivières aussi, elles arrivent à l'océan. Et les rivières, elles nous irriguent, elles nous donnent à boire. Parce que l'eau est douce, elle est beaucoup plus facile à boire que l'eau salée qui est toxique si on la boit comme ça. Puis de toute façon, elle n'est pas bonne. Il n'y a qu'à boire la tasse pour s'en rendre compte. Ces débits de rivières, vous voyez ici la limite de l'enneigement. La limite de l'enneigement sur cette diapositive, quand c'est violet, c'est une extrême réduction, plus de 75% à la fin du siècle par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Autrement dit, il n'y aura plus de neige dans les Pyrénées ni dans le Massif central et il en restera très très peu. Les zones vertes, il y a une faible diminution quand même, tout en haut des plus hauts sommets des Alpes. C'est un véritable problème parce que quand vous observez les Pyrénées, en hiver, il se stocke de la neige et quand vient l'été, cette neige redescend. Elles font relativement doucement, ce qui fait que les piémonts ont un château d'eau naturel qui fait que goutte à goutte, ils reçoivent de l'eau. Si vous remontez la limite pluie-neige, cette pluie
va être plus violente en hiver, mais elle va ruisseler et elle ne va pas se stocker sous forme de froid et de neige. Donc l'effet château d'eau diminue. Une des conséquences, c'est la diminution du débit des fleuves. Et vous voyez que toute la région dans laquelle on vit, la Garonne, mais aussi tous ces fleuves, sont impactés très fortement, à la fois parce qu'il y aura plus d'évaporation à cause de la température et à la fois parce qu'il y aura moins d'effet château d'eau. Maintenant, diapositive suivante. Et je viens sur nos préoccupations littorales, c'est la montée du niveau de la mer. Alors ça, c'est la montée du niveau de la mer telle qu'elle a été mesurée au siècle dernier. On le sait peu, mais au siècle dernier, appuyez sur la diapositive, voilà, le niveau de la mer a déjà monté de l'ordre de 17 cm. C'était mesuré par des marégraphes, des appareils qu'on mouille au fond de la mer et qui mesurent la hauteur d'eau au-dessus de leur tête. Sur la diapositive suivante, on voit que cette augmentation du niveau de la mer, que l'on mesure maintenant avec les marégraphes, mais aussi avec les satellites, pour avoir des mesures le plus précises possible. On mesure dans mon laboratoire la montée du niveau de la mer, c'est de l'ordre avec une précision de l'ordre du centimètre. On mesure cette hauteur d'eau avec des satellites qui sont équipés de radars comme les radars des flics. Hein. Vous avez, avec bon, évidemment, il y a la mesure brute et puis après, il y a le traitement du signal. Et on a une précision extrême qui permet de dire que, donc on a eu ce 1,7 mm par an au XXe siècle et maintenant on est à plus de 3,3, on est à 3,4 mm par an depuis 1993. Diapositive suivante. Les causes, il y a à la fois, et on l'oublie aussi, le fait que quand vous chauffez un corps, quel qu'il soit, il se dilate. Donc vous avez à la fois la dilatation et évidemment la fonte de cette neige et de cette eau qui est piégée dans les continents, que ce soit dans les montagnes, que ce soit sur les calottes, ce que l'on appelle les calottes, ce sont les zones continentales, c'est-à-dire le Groenland et certaines zones de l'Antarctique, qui vont restituer l'eau qu'elles ont piégée dans des climats plus froids vers la mer, qui contribue à la montée du niveau de la mer. Excusez-moi, il reste des petites traces d'anglais dans mes diapositives aussi. Donc sur la diapositive suivante, vous avez ici, comme pour la précédente simulation de la variation du gaz carbonique, en fonction des scénarios de mode de vie que l'on adopte mondialement, mais aussi, alors on va reparler du colibri jusqu'à la planète entière, vous avez ce qui se passe aujourd'hui et cette montée du niveau de la mer, donc depuis 1900 à 2000, telle qu'elle a été mesurée, qui permet aux chercheurs de caler les modèles et de vérifier que les modèles que l'on fait marchent bien avec les données. Et ensuite, en fonction des scénarios, il y a un certain nombre dits de projections, ce que l'on ne peut pas voir, mais ce que l'on peut essayer de prévoir. Et donc, on a aujourd'hui une révision de ce chiffre de 1,60 à 2 mètres à la fin du siècle. Une augmentation du niveau de la mer qui est à minima de 40 cm. Et ça, c'est important parce que vous verrez, je vous fais des simulations après sur la côte littorale avec justement ces 40 cm. C'est-à-dire que comme le gaz carbonique, il est dans le système et comme de toute façon ça va chauffer, même si on arrêtait tout, on éteint la lumière, je coupe la diapo, tout le monde part à pied, etc. Même si on arrêtait tout, on aurait quand même, ce phénomène est enclenché parce que la mer a encaissé de l'énergie et elle va continuer à monter, elle a au moins ces 40 cm. Donc on peut monter maintenant, oui, on peut passer à la diapo suivante, et appuyez si vous pouvez, voilà. Donc là, vous avez c'est un article du Monde qui est assez récent, qui a un peu plus d'un an et demi, et qui faisait le point sur un certain nombre de recherches sur la sensibilité des côtes à cette montée du niveau de la mer. L'érosion supérieure à 0,5 mètres par an concerne, alors je suis désolée parce que c'est la photo, les zones oranges sont moins sensibles que les zones rouges, sauf que sur la diapo, on a du mal à voir les zones rouges et les zones oranges. En gros, la côte bretonne, qui est très rocheuse, est en orange, et la côte ici, vous le voyez très très bien, toute cette zone ici, donc sur laquelle on vit, donc tout autour du golfe du Lion, on voit mieux sur le pourtour de Méditerranée que sur le reste des côtes. Vous avez une région on vit ici dans une région extrêmement sensible à cette montée du niveau de la mer, on va voir pourquoi. Plus 1 mètre, plus 1 mètre, je vous ai rappelé qu'on était peut-être dans les 2 mètres, un tiers des surfaces et des infrastructures, la moitié des bâtiments sont susceptibles d'être submergés. On va faire maintenant le zoom sur la Méditerranée. Alors cette très très belle image de la Méditerranée, c'est un zoom
des images en couleur que je vous ai montrées du Gulf Stream, et qui vous montrent que les eaux de la Méditerranée font aussi une boucle. Elles vont entrer par Gibraltar, circuler ici, dans cette région ici, faire le tour, passer dans le détroit de Sicile, aller dans ces régions ici et revenir en profondeur. En ayant, alors les endroits où se font les convections profondes se font ici, on y reviendra, dans le golfe du Lion, dans la mer Levantine et puis dans d'autres régions. Et en fait, ce que vous voyez aussi, c'est qu'évidemment, elle se chauffe en cours de route. Elle est plus fraîche dans les zones ouest que dans les zones orientales. L'image suivante, alors il faut prendre un tout petit peu le temps de la lire, c'est en fonction des scénarios. Vous avez le scénario dit du laisser-faire, et vous avez ici le scénario où on est sobre, c'est-à-dire où on essaye de lutter contre cette augmentation de la température liée principalement à l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et c'est la comparaison de la température moyenne de surface, donc entre la fin, les 30 dernières années, entre 60 et 90 du siècle dernier, et les 30 dernières années de ce siècle. Donc ça, c'est les différences maximales, scénario du pire, et ça, c'est le scénario sobre. Et vous voyez que sur l'échelle que j'ai ici, on monte jusqu'à 4 degrés d'augmentation de température à la fin de ce siècle, si on continue à agir et à vivre de la même façon, alors que ces 4 degrés seront plus localisés et on restera dans des 2 à 2,4 degrés, ce qui est déjà énorme. On va en reparler. Donc la Méditerranée est considérée comme un, c'est pas un mauvais jeu de mots, hotspot, c'est un lieu extrêmement urgent sur lequel il faut travailler par rapport à cette question de la variation de température et du réchauffement des océans en lien avec le réchauffement climatique global. Diapositive suivante. Alors, nous voilà ici, c'est ma partie zoom. Les impacts du changement global, partie 1. On va parler de deux choses à la fois. À la fois, ces crues violentes qui affectent toute cette région et à la fois donc la montée du niveau de la mer, parce que vous allez voir qu'il y a un jeu entre les deux. Alors ces crues, à quoi sont-elles dues? Elles sont dues au fait qu'en été il fait chaud, l'eau s'évapore beaucoup, et puis à un moment donné, quand les nuages vont monter, ils vont se heurter à quoi? Au Massif central et aux Pyrénées, qui bien que réchauffés sont plus frais. Et donc là, d'un seul coup, vous avez une véritable chute d'eau, comme on tire la chasse d'eau, et ça devient aussi violent que ça a été à Trèbes, par exemple, en novembre dernier. Donc, appuyez sur la touche. Voilà, donc vous avez ici encore. Voilà. Donc, typiquement, au-delà de l'effet psychologique et de l'effet climatique, c'est des coûts absolument énormes. Ce qui s'est passé à Cannes en 2015, c'était 650 millions d'euros, et 10 épisodes Save Note, c'est à peu près 500 millions d'euros. Donc ça coûte à qui? Ça coûte aux citoyens. Diapositive suivante. On va parler maintenant, en parallèle ou en même temps, montée du niveau de la mer, parce qu'en général, ces crues, elles viennent aussi avec une tempête. Donc on va y venir. Donc je vais vous parler de ce que c'est que la submersion et on va parler de la salinisation des nappes. Diapositive suivante. Donc vous avez ici tous les risques de submersion, on peut avancer. Qu'est-ce que c'est qu'une submersion marine lors de tempêtes? Il faut bien comprendre le mécanisme. Vous avez ici le niveau de la mer avec la marée seulement. Je sais bien que la marée ici, moi qui suis bretonne, elle me déçoit tout le temps, la Méditerranée, parce qu'elle bouge vraiment pas beaucoup. Je suis désolée de vous le dire, elle est très belle, hein, elle est bleue, mais elle bouge vraiment pas beaucoup. Mais bon, voilà. Donc, niveau de la mer, quand rien ne se passe. Puis, que se passe-t-il quand vous avez une dépression que vous entendez à la météo? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moins de pression d'air au-dessus de votre tête. Vous le sentez pas, mais la mer, elle le sent. Et elle monte de l'ordre de 10 cm. C'est significatif, quoi. Quand il y a une dépression, la mer on lui appuie moins dessus, et donc ce sont deux fluides en lien, et elle va monter. Donc le niveau de la mer, donc au repos, vous allez ajouter à ça l'effet des vagues. Et donc, vous allez atteindre sur la côte, là, on peut parler des dunes landaises, mais on peut parler aussi tout aussi bien des dunes ici ou du trait de côte ici. Vous allez atteindre des zones qui ne sont pas du tout habituées à recevoir les vagues et qui ne se sont pas structurées par rapport à ça, et qui vont donc, vous allez avoir un effet de surcote avec un effet d'érosion accru à ces endroits-là. Donc, c'est vraiment important de voir qu'au moment où vous avez une tempête, vous allez déjà avoir cette montée du niveau de la mer. Et si le niveau de la mer référent monte, eh bien tout ça, ça va encore monter plus.
Donc, diapositive suivante. Cette élévation du niveau de la mer induira des submersions marines plus intenses et plus fréquentes, intervient en général dans un contexte de forte exposition au risque de submersion, et en Languedoc, rivage de l'Occitanie ex-Languedoc-Roussillon, donc ici, 140 000 logements, 80 000 personnes sont concernées par ce phénomène et 10 000 établissements qui emploient 26 000 salariés situés dans une zone affectée par un aléa de submersion d'ici 2100. Et par rapport à cette question, j'ai ici des simulations, et après je vous parlerai de Solterre. Donc on est ici sur la zone plutôt des étangs, un petit peu plus au nord, du côté de Montpellier. Et vous voyez ici des simulations qui ont été faites. Alors ce sont des modèles qui se font depuis, parce que les vagues pour la submersion et la houle, elles partent du centre de la Méditerranée. Et ça va venir sur la côte. Donc c'est des modélisations vague à vague. On valide sur des tempêtes historiques. On a des niveaux d'erreur qui sont de moins de 20 cm. C'est fait par des collègues du BRGM. Appuyez sur la diapositive, s'il vous plaît. Et donc ici, il y a une superposition des effets de la tempête de novembre 82 et d'une augmentation du niveau marin de 35 cm. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière pour voir ce que ça donne? Voilà, on recommence, parce que là, sinon on ne voit pas la simulation. Et là, vous voyez, donc vague à vague. Et vous voyez ici, si c'est plus de 35 cm seulement, vous voyez que toutes les habitations, les vagues étant marron, sont infiltrées par l'eau de mer. Et l'eau de mer, déjà, donc ça vous inonde. Et en plus, quand elle repart, elle laisse du sel. Et donc, les plantes ne peuvent plus pousser. Il faut savoir que votre jardin ne peut plus cultiver. OK ? Donc, diapositive suivante. Ça, c'est une simulation de la NASA si on a une augmentation du niveau de la mer de 1 mètre sur la Camargue. Donc, la Camargue, il n'y a plus de Camargue, en fait. Diapositive suivante. Vous avez ici la montée du niveau de la mer à Venise, mesurée depuis 1950, avec d'une part tide gauge, ça veut dire marégraphe, et d'autre part le satellite. Et donc vous avez la partie de 1950 jusqu'à 1992, où on a lancé le satellite le plus performant, la génération, on a commencé à avoir une génération de satellites très performants qui s'appelle Topex Poséidon, et puis après la famille des Jason qui permet de suivre de très très près le niveau de la mer. Et donc si vous appuyez sur le bouton, vous avez la première variation du niveau de la mer, et puis après, ensuite, vous voyez bien qu'il y a une variation de pente. Diapositive suivante. Alors, cette montée du niveau de la mer, elle n'impacte pas que chez nous. Au Bangladesh, qui est un bassin où il y a de l'ordre de 15 millions d'habitants, vous avez des gens qui voient le toit de leur maison dans l'eau. Et le fait que la montée du niveau de la mer rentre dans les estuaires rend l'eau de plus en plus saumâtre. Une eau saumâtre n'est pas potable. Et traiter le sel, c'est extrêmement compliqué et extrêmement cher. Retirer le sel de l'eau, alors je vous le confie, moi je suis chimiste marin, donc en gros je mesure des éléments chimiques qui ne sont pas le sel dans l'eau de mer. Pour se débarrasser du sel dans ma chimie, c'est une véritable galère. Donc traiter le sel, c'est-à-dire le retirer, à part par évaporation, mais c'est pas ce que je cherche à faire, à le concentrer, au contraire, c'est vraiment très très dur. Et donc pour tous les traitements d'eau, on va voir que c'est un véritable problème. Et donc ce sont des zones très peuplées, mais aussi le delta du Nil, il est menacé tout aussi bien. Diapositive suivante. Ici, vous avez justement ces aquifères côtiers qui servent à l'irrigation. Dans ces régions où le niveau de la mer monte, la pression que l'eau induit sur ces aquifères côtiers, ajoutée au fait que l'agriculture qui irrigue va pomper sur ces aquifères. Vous avez deux mécanismes, il y en a un qui pousse et puis l'autre qui tire, et les aquifères côtiers se salent. Et demandez aux agriculteurs de la région, ils le savent ça. Et donc de l'eau salée, les plantes, non, elles n'en veulent pas. Elles n'en veulent pas. Il va falloir trouver des plantes qui s'adaptent à l'eau salée. Et on voit bien que sur cette région, quand la côte est rocheuse, comme dans les Calanques, par rapport à la côte, ou ici, à la Franquie, enfin non, c'est pas la Franquie, on est encore au nord là, mais Narbonne est ici, on voit bien que, en général, c'est des zones qui sont plates, sableuses,
est très, très, très vulnérable, en fait. Et je veux juste, par rapport à ça, on en parlera après, mais des collègues de Montpellier, Hélène Révalette a coordonné un travail sur les solidarités territoriales et la résilience du littoral à la submersion marine. Parce que quand vous êtes élu de cette région, alors Collioure, c'est très montagneux, hein, et c'est rocheux, c'est pas immédiatement impacté, mais dans les communes voisines, vous allez avoir des catastrophes humaines parce qu'il va falloir faire déménager les gens. Et donc, ces déménagements sont prévus par des économistes, par des sociologues, comment faire et comment redistribuer, comment trouver l'argent et comment le redistribuer de façon solidaire pour que ça se fasse avec le minimum de douleur. Diapositive suivante. On va venir à l'acidification de la surface de la mer. Vous pouvez donc cette acidité, l'acidité moyenne de la Méditerranée a augmenté de 20% depuis 1800. De quoi parle-t-on? Alors, moi, je vous ai dit, j'allais centrer mon exposé sur le gaz carbonique. Le gaz carbonique, effet de serre, ça réchauffe. Le gaz carbonique, alors, il y a d'autres gaz à effet de serre, les méthanes, les HAP. Mais le gaz carbonique, vous le mettez dans une bouteille d'eau. Vous prenez une bouteille comme celle-ci. Je ne ferai pas de publicité pour le plastique, hein, mais la bouteille. Vous prenez une bouteille comme celle-ci. Vous la mettez dans un machin à CO2 qui vous fait de l'eau gazeuse. Et vous allez acidifier votre eau parce que le gaz, quand il se dissout dans l'eau, il va libérer des ions H+. Alors, ceux qui ont fait un peu de chimie savent qu'il y a beaucoup plus d'ions H+, dans le vinaigre que dans le lait. D'accord? Alors, la surface de la mer, l'eau de mer, l'océan, il est à peu près à pH 8,1. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Appuyez. Parce que j'ai des... Non, voilà. Donc, notre gaz carbonique, il a deux impacts complètement indépendants. C'est-à-dire que s'il ne réchauffait pas, il acidifierait quand même. Ça, je tiens beaucoup à le dire parce que c'est un processus chimique et non pas un processus qui est lié à la molécule de gaz dans l'atmosphère et qui est l'effet de serre. Là, on est vraiment la molécule de gaz, une fois dans l'eau, elle va pénétrer et à l'interface air-mer et elle va acidifier, donc elle va impacter la biologie. Donc, on voit que le réchauffement global, il impacte la circulation océanique, l'augmentation du niveau de la mer et l'activité biologique, on en a déjà beaucoup parlé, en particulier avec l'exposé de Vincent. Et vous avez cette acidification qui va être une autre attaque de la biologie. Et on va voir pourquoi. Diapositive suivante. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le gaz carbonique, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, hein, je ne vais pas être très longue là-dessus, il se dissout dans l'eau, eh bien, c'est un diacide faible et il va libérer cet ion-là, et au passage, il libère des protons H+. Et donc, plus vous libérez de protons H+, plus vous passez du lait au vinaigre. OK? Et donc, alors, on n'en est pas là dans l'océan, mais quand même, si vous avez déjà entendu parler du pH, le pH de la mer, dans certains endroits, a déjà sérieusement baissé, ce qui correspond, là, en Méditerranée, donc c'est 20% d'acidité en plus. Dans certaines régions, c'est 30%. Et comment... Alors, on mesure quels effets ça va avoir. Alors, pour réfléchir à l'avance à quels effets ça va avoir, quand vous voulez retirer une trace blanche sur une vitre ou détartrer une cafetière, la première chose à laquelle vous pensez, si vous êtes un peu écolo, c'est au vinaigre blanc. Le vinaigre dissout les calcaires. Or, à la surface de la mer, énormément de petits organismes, en particulier planctoniques, ont des coquilles calcaires. Par exemple, des petites algues ou des petites crevettes, enfin l'équivalent, qui mangent les petites algues, etc. Donc vous allez avoir ces organismes, puis il y en a qu'on connaît mieux, qui ont une coquille calcaire. Moi, j'aime bien faire des quiz, mais là, la salle est un peu loin pour faire des quiz. Il y en a qu'on connaît mieux et que vous mangez régulièrement. Il y a un peu des microplastiques dedans, ce que j'ai vu. Les moules et les huîtres. Donc, on va y venir. Donc, diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que l'on fait déjà? Ça, c'est un programme qui a été coordonné par un collègue, entre autres un collègue de Villefranche-sur-Mer, décidément. Villefranche est une vedette aujourd'hui. Les deux extrêmes de la Méditerranée se rencontrent. Et en fait, ça, c'est le programme EPOCA, donc coordonné par mon collègue Jean-Pierre Gattuso avec des collègues norvégiens. Vous voyez bien, on n'est pas en Méditerranée, hein, il fait un peu froid. J'y viens, hein, au froid. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des tentes, comme ça, au-dessus de l'eau. Et sous ces tentes, ils ont augmenté la concentration de gaz carbonique. Comme ça, vous avez plus d'acidification parce que le gaz va pénétrer dans l'eau. Et le gaz, il pénètre plus dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Là aussi, si vous avez dans votre vie quotidienne, vous laissez une bouteille d'eau gazeuse sur la table la nuit, elle va dégazer, vous la mettez au frigo, il restera plus de gaz dedans. Le gaz est plus soluble
tous les gaz sont plus solubles dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Donc le gaz carbonique ne fait pas exception, c'est une loi chimique. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés là-bas, parce que c'était plus facile de faire dissoudre le gaz, mais ça marche aussi dans les eaux un peu plus chaudes, bien sûr. Et donc vous avez ici, et ils ont regardé en dessous, il y a la vie dans ces eaux arctiques, avec des organismes calcaires, et voilà ce qu'ils ont trouvé. Diapositive suivante. L'acidité qui a augmenté de 30% au cours de ces 250 dernières années dans cette région. Si les émissions de gaz carbonique continuent à augmenter, on a un risque de multiplier par 3 le taux d'acidification en 2100. Ce taux est 100 fois plus rapide que tout ce qui a été observé depuis 30 millions d'années. Voilà la photo des organismes là-bas qui sont menacés. Alors, dans l'Antarctique, vous avez un petit ptéropode ici qui a une coquille calcaire et qui est très très menacé parce que sa coquille est dans un calcaire qui est plus soluble que celui d'autres organismes. Puis là, vous avez aussi un autre petit... Oh, je suis désolée, je ne suis pas biologiste. Alors, vous demanderez à Vincent. Bon, diapositive suivante. Que se passe-t-il quand on acidifie? Aujourd'hui, vous avez là, celle-là je la connais bien, c'est les coccolithophoridés, ce sont des algues calcaires qui ont des petites plaques autour de la cellule d'algues, et ces petites plaques en calcaire sont menacées par cette acidification. Si vous doublez la concentration de CO2, vous voyez l'impact sur celle-ci, vous voyez l'impact sur celle-là, vous voyez bien que la coquille n'est plus du tout bonne, puis alors sur cette troisième coccolithe, vous voyez bien qu'elle n'arrive même plus du tout à se développer. Donc ça, c'est un problème majeur parce que l'eau elle continue à piquer parce qu'elle est salée, elle ne pique pas parce qu'elle est acide aujourd'hui, hein, elle est encore à des pH de 8, c'est-à-dire au-dessus de la neutralité, elle est encore relativement basique, mais on change ces propriétés-là avec cette pénétration de gaz carbonique. Et récemment, on a mesuré avec des collègues dans la mer des Salomon, donc sur le large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de la Nouvelle-Calédonie, non dans le Pacifique, la pénétration de l'acidité, c'est jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Là aussi, on regarde des choses qui impactent jusque très profond aujourd'hui. 1,5 km, c'est très important. Voilà. Diapositive suivante. Alors, que se passe-t-il chez nous? Eh bien, ça, c'est des travaux assez récents de collègues qui ont montré que le golfe du Lion était la zone par laquelle le gaz carbonique pénètre dans la Méditerranée profonde. Pourquoi? C'est très simple. En hiver, tramontane, mistral, tout le monde s'associe pour refroidir l'eau de surface. Le gaz va rentrer plus facilement dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Et ce mécanisme de refroidissement, si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout au début, les eaux froides sont plus denses que les eaux chaudes. Et ce qui se passe, c'est que là, ici, dans cette région, les eaux de surface deviennent plus froides que les eaux profondes. La température de la Méditerranée, en profondeur, c'est de l'ordre de 13 degrés. C'est une mer chaude. C'est même un petit peu plus que ça. Et donc, quand vous avez les eaux froides au-dessus, ça va mélanger, et ça mélange, et elles s'homogénisent, elles se retournent. On dit qu'elles se retournent. Alors, elles se retournent avec quoi? Avec son gaz carbonique. Et elle emmène son gaz carbonique qui va aller diffuser comme ça dans tout le reste de la Méditerranée. Donc, on est vraiment dans la région, mais j'ai presque fini, on est vraiment dans la région où se fait cette acidification forte. Voilà. Diapositive suivante. Donc, c'est aussi la région où on cultive les moules et surtout les huîtres, en particulier dans la partie nord. Ici, vous avez donc ici des collègues qui ont fait des expériences. Alors, je vous montre tout de suite que aujourd'hui, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est 400 parties par million, mais ils ont forcé le trait pour voir ce qui se passait, et on voit que la calcification des moules et des huîtres est sensible à la pression partielle de gaz carbonique, donc à ces concentrations fortes, mais là on est monté à des extrêmes. Mais malheureusement, il n'y a pas besoin d'atteindre ces extrêmes pour gêner le développement des moules et des huîtres. En particulier les huîtres, la petite larve, alors tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais la petite larve, elle fait sa calcification, en appuyant, on voit ça, c'est écrit, elle fait sa calcification dans les premières, dès qu'elle est lâchée dans la mer, dans les premières 48 heures. Et ils se sont aperçus dans le Pacifique Nord-Ouest, alors pour des raisons océanographiques que je n'ai pas le temps de vous détailler, le Pacifique Nord-Ouest est plus acide que nos régions. Les eaux sont plus vieilles, plus froides et plus acides. Alors Pacifique Nord-Ouest, c'est les côtes de la Californie, du Nord et de l'Oregon. Des millions de bébés huîtres, une fois plongés dans la mer, mouraient les uns après les autres. Et ça a été une perte économique qui se comptait en millions de dollars. La calcification primaire se fait dans les premières 48 heures. Et donc, ces personnes se sont aperçues que ce n'était pas un virus,
que ce n'était pas parce qu'il faisait plus chaud, en général c'est des eaux assez froides d'ailleurs là-bas, mais c'était parce qu'elles n'arrivaient pas à faire leur calcification. Donc ça c'est des travaux sur lesquels mes collègues de Villefranche travaillent beaucoup, et qu'est-ce que les ostréiculteurs de cette région ont été amenés à faire? Amener du calcaire dans la mer ou déménager. Donc c'est quand même un véritable problème. On passe son temps à salir et puis à se dire comment on va aller réparer ce qu'on a sali. Parce qu'amener du calcaire, ça a un coût. Et puis, enfin bref. Diapositive suivante. Voilà, donc maintenant on vient sur la dernière chose. Alors là, on se rapproche un peu d'ici, hein, puisque je pense que c'est Port-Vendre, une photo de Port-Vendre. Urbanisation et port. Donc là, on l'a vu, on a l'érosion, la contamination, la pollution. Je ne vais pas trop en parler parce que ça a déjà été bien traité par Jean-François. Ce sont des pollutions beaucoup plus locales, de pesticides qui sont érodés par les eaux, de microplastiques évidemment. Je voudrais juste mentionner une étude qui a été faite dans mon laboratoire à côté de chez moi à Toulouse. Nous, on a le pic du Midi. On n'a pas trop la station marine, mais on a le pic du Midi. Et il y a des capteurs et des filtrations d'air qui sont faites au pic du Midi. Et récemment, des collègues ont publié un papier dans Nature parce qu'ils ont montré qu'on respirait les microplastiques aussi. En fait, on en trouve au pic du Midi. Pic du Midi, on est quand même très très haut en altitude. On est censé aller s'oxygéner, respirer de l'air pur. Diapositive suivante. Donc aujourd'hui, l'ONU prévoit 300 millions de réfugiés climatiques en 2050. Le Haut Commissariat aux réfugiés a montré qu'on avait 25 millions de déplacés par an à peu près à cause d'événements climatiques. Alors déplacés, c'est déjà après qu'on ramène chez eux, mais la maison a été quelque peu abîmée. Les espèces biologiques migrent quand elles peuvent. Vous prenez, il y a des espèces, les arbres vont migrer aussi, parce que les arbres ont la capacité de migrer, mais c'est plus lent qu'un poisson. Un poisson, le golfe du Saint-Laurent, il n'y a plus de maquereaux au large des côtes canadiennes. Ils sont partis plus au nord. Dans ma région, en Bretagne-Nord, les maquereaux commencent à partir aussi. Il y a de moins en moins de maquereaux. Dans le sud de la Bretagne, il n'y a plus d'ormeaux. Il y a eu un phénomène de réchauffement. Dans mon petit coin, moi, ils sont préservés par ce qu'on appelle le front de Ouessant, qui ramène des eaux froides et qui font que la mer est gelée. En Bretagne Nord, ne venez pas, c'est magnifique, mais on ne peut pas se baigner. Comme ça, nous, on reste tranquille. Mais en fait, oui, la mer est à 16-17 degrés. Ici, c'est inimaginable de dire qu'on se baigne dans ces eaux-là. Mais ça permet aux ormeaux de résister. Mais si ce front d'Ouessant disparaît pour des raisons océanographiques, on n'aura plus d'ormeaux non plus. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on en reste là? Diapositive suivante. Et nous avons beaucoup de potentiel et de ressources, ça sera ma dernière. Donc j'ai ici listé nos ressources, par exemple en Occitanie. Nous avons la possibilité de désaliniser, ce n'est pas ma priorité personnelle. Nous avons la pêche avec un travail qu'on peut faire sur le recrutement larvaire. Je connais une petite PME qui propose d'aider le recrutement larvaire partout. On a évidemment l'éolien flottant du golfe du Lion et on a peut-être la capacité à faire une navigation différente et à équiper nos côtes différemment. Je laisse le débat ouvert. Je vous remercie.